Bienvenue et merci très chers téléspectateurs, très chers internautes de choisir de suivre cette émission que vous aimez tant, Tolo Belango, une émission qui parle de tout, une émission qui parle de vous et une émission qui parle pour vous. C'est bien moi votre humble serviteur, Jonathan Kaloubi Mjengi, autrement dit JKM, le profil de David, l'homme à plusieurs casquettes. Et bien, dans ces nouveaux numéros, j'ai l'honneur de vous présenter notre invité du jour, c'est lui avec qui nous allons extirper chaque instant de manière détaillée de cette émission les questions que vous avez posées depuis vos maisons. Eh bien, en voici le moment d'avoir des réponses, parce qu'il n'y a pas de questions sans réponse, et c'est vice-versa. Alors, laissez-moi vous présenter celui qui est à ma droite, monsieur Chris Ekoko, à qui j'ai dit bonjour, monsieur Chris Ekoko. Bonjour. Mais c'est Chris Ekoko, notre invité d'aujourd'hui. Pour ceux qui vous ont peut-être vu que pour la première fois dans notre chaîne, pourriez-vous vous présenter, parler de vous-même? Qui êtes-vous? Merci beaucoup. Moi, je réponds au nom de Chris Ekoko. Je suis leader de la jeunesse. Je suis dans plusieurs activités. Je suis président de l'Association des ingénieurs du Congo. Je suis président de la commission de jeunes de ma paroisse Saint-Gabriel, ainsi que des présidents de doyennie, des canaux de jeunes dans l'église. Et puis je suis formateur des jeunes. Eh bien, si je comprends bien, dans votre présentation, vous êtes beaucoup plus guide que suiveur. Oui, bon, je suis plus guide parce que j'ai été 17 fois président. Okay. Dans ma vie, j'ai été élu 17 fois président. Okay. Donc, dans toutes les élections que je participais, j'ai eu la grâce de remporter les élections. Et je sens qu'avec ces élections qui nous débarquent déjà à l'horizon 2023, je vous sens peut-être postulé dans une scrutin, je ne sais pas. Vous comptez postuler quand même. L'avenir nous donnera raison. Okay. On verra ce qu'elle nous réserve l'avenir. L'avenir nous donnera raison. Et bien, chers téléspectateurs, chers internautes, avant de continuer, permettez-moi de dire un grand merci à ces grands hommes qui nous suivent depuis Belgique. Monsieur Bienvenu Maboukama, et c'est lui grâce à qui cette émission a été rendue possible. J'aimerais également dire un grand merci à ma femme qui me suit depuis la maison, la mère de mon bébé Gabriel, la maman Merveille Kaloubi, celle qui a fait battre le cœur de JKM, le profil de David. Eh bien, j'aimerais vous briefer de ce que nous aurions à aborder tout au long de cette émission. Nous allons parler de l'insécurité à l'est de notre pays et nous allons parler du bloc patriotique, de la justice, nous allons parler également de l'affaire sociale en RDC, nous allons parler de la CENI et enfin nous allons finir avec le divers. Eh bien, chers téléspectateurs, assurez-vous que vous aurez tout ce qu'il faut pour faire battre et passer des très bons moments avec nous. Voilà, monsieur Chris Ekoko, on a parlé de l'insécurité à l'est de notre pays. Vous savez, depuis un temps, même le gouvernement a décrété cette action qu'on appelle état de siège. Et on a suivi le président de la République via ses communicateurs dire que cette mesure ne sera levée que lorsque le raison pour laquelle ou pour lequel on a instauré ce système serait définitivement éradiqué. On parle de la guerre. Pensez-vous que depuis la première progression de l'état de siège à ce jour, il y a quand même des évolutions, il y a une avancée significative ou non? Merci beaucoup. Je pense que depuis qu'on a commencé l'état de siège, il y a eu des avancées significatives. Premièrement, il y avait plusieurs groupes armés qu'on a su démanteler les réseaux, les attaquer, les disperser. L'état de siège a permis qu'on puisse contrôler et de révéler des couches d'insécurité qui dérangeaient la population. Certes, l'état de siège, c'est une œuvre humaine qui ne manque pas des éléments, il y a des couacs, mais du moins c'était une bonne idée, il fallait essayer. Plus de 2 décennies, nous avons, depuis que la guerre a commencé dans ce pays, on a fait la même chose. Il fallait oser et changer un peu les idées pour voir ce que ça peut donner. Et ce que prévoyait la Constitution, à part la guerre directement, c'était l'état de siège pour essayer de démanteler. Moi, je crois que c'était une bonne idée que le chef de l'État a pris. Ce sont les mesures d'encadrement qui posent un peu problème, que nous demandons au gouvernement, au ministre de la Défense, de prendre ces dispositions afin de bien accompagner, d'assurer le travail. Car l'état de siège, c'est une bonne idée et l'évolution est positive, mais nous pensons qu'ils doivent
continuer et être dans cette direction pour permettre que les forces des rebelles soient éradiquées dans notre province. Mais M. Chris Ekoko, c'est bien que l'état de siège peut-être soit constaté comme étant une activité ou une action positive. Mais on a vu d'autre part, il y a des contestations, entre autres les lamoukistes, pour ne pas citer les gens des Lécidés, qui disent que l'état des sièges c'est une escroquerie. Et puis on a vu également la Senko, qui sont venus, en fait, d'après la lettre qu'ils ont adressée au chef de l'État, disant que on doit redéfinir un truc comme ça, l'état des sièges. Je ne sais pas, vous ne pensez pas qu'il y a de contestations qui méritent également d'être prises en compte? Certes, c'est ce que je viens de dire dans mon allocution. Je crois que l'état des sièges, c'est une bonne idée. C'est positif, mais il y a des choses de mesures d'encadrement. Le chef avait lancé les tons, il a pris l'idée, il a décrété, mais c'était au Parlement, c'était au gouvernement de prendre des mesures d'encadrement. Ce sont les mesures d'encadrement qui n'ont pas suivi correctement, ce qui fait qu'il y a lenteur dans ce qu'ils sont en train de faire. On a nommé des gouverneurs militaires. Il fallait que les députés provinciaux, les députés nationaux puissent accompagner les gouverneurs. Il fallait que l'administration puisse le faire. C'est une première qui est en plein état de droit, en pleine démocratie, qu'on réinstalle encore des gouverneurs militaires. Et il fallait faire la symbiose entre la discipline militaire ainsi que la démocratie. Vous savez, nous, les civils, nous avons notre manière de voir des choses et de la manière d'appréhender la démocratie. Et les militaires, c'est l'ordre donné. Mais moi, pour moi, un civil, quand un général me donne l'ordre, il n'a pas d'ordre à me donner parce que je suis civil, je peux bouder. C'est ça qui crée un peu de problème. Il fallait essayer de faire la symbiose entre l'ordre des militaires et la façon de faire des militaires et la façon de faire des civils. Parce que là, maintenant, pose problème. Parce que lorsqu'on vient s'imposer, les civils ne vont pas accepter l'imposition. Ah, mais si je comprends bien, avec cette affaire d'état des sièges, on a même vu à un moment donné le renfort de l'armée ougandaise qui est venu justement pour épauler le FARDC. Est-ce que ce serait peut-être, on est en train de réécrire l'histoire sur les erreurs? Parce qu'on a vu ça dans le passé avec l'armée rwandaise. Et finalement, aujourd'hui, on a connu de sérieux problèmes. Ne pensez-vous peut-être pas que les mêmes causes peuvent produire des mêmes effets? Je crois que l'incursion de l'armée ougandaise, là, ce n'est pas une chose qui peut plaire aux gens parce que nous avons de plaies, ils ne sont pas encore totalement cicatrisés avec l'incursion de l'Ouganda, de Rwanda. Surtout quand on parle de l'armée ougandaise, nous nous souvenons de guerre de 4 jours à Kisangani entre les RCD et les MLC qui a laissé des familles. Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez à Kisangani, vous trouverez des séquelles de leur guerre. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont battus dans notre tour. Ils ont saccagé des maisons, ils ont tué des familles et des populations entières qui est partie comme ça. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont restés orphelins. Donc je crois que nous avons de mauvais souvenirs avec ces gens-là. Mais des fois, Mobutu nous disait, s'il faut faire le pacte avec le diable pour la paix, il doit le faire. Et de deux, que ce soit l'Ouganda et le Rwanda, ce sont nos voisins. Nous ne pouvons pas nous séparer d'eux. Mais dis-moi, je crois que les accords et les rapports doivent être de manière gagnant-gagnant. Nous ne pouvons pas seulement être un pays qui vont aller demander. Si on a des difficultés, on peut collaborer avec eux, qui viennent nous aider avec leur matériel. Vous savez, la guerre aujourd'hui, c'est la technologie. Et il y a l'expertise, il y a des matériels de guerre, des armes de guerre que nous n'avons pas. Il ne faut pas se voiler la face. Notre armée n'a rien de spécial comme matériel de guerre. Pendant ces 18 ans-là, on n'avait rien. On n'a pas de vrais avions de chasse. On n'avait pas de drones. Le général a bien su les dire ici, quand on faisait l'évaluation de la mort, on n'avait pas de drones. Il fallait acheter des drones. Les drones qu'on a amenés là, ce sont des drones de la presse. Alors que des drones militaires, ce sont d'autres choses. Alors si nos voisins peuvent nous prêter leurs drones pour le travail afin d'éradiquer, de frapper à partir des frappes aériennes, ça va protéger des vies de nos militaires, au lieu d'aller dans un endroit où ils ne maîtrisent pas, alors qu'on a des références, on a des captures sur le plan dans les drones, et puis ça va protéger la vie de la population au lieu d'attaquer en désordre. Moi, je crois mais là, je vous relance la parole. J'avais suivi récemment à la télé, en fait, on a vu un monsieur qu'on a arrêté parce que c'est lui qui serait en train de diriger, commander à distance les drones des ADF. Donc je peux dire que les ADF étaient mieux équipés que les FARDC. Ils étaient mieux organisés. Moi, je vous confirme qu'ils étaient mieux organisés. La fois passée, même quand on était dans le régime de Kabila, ici, quand on a frappé les ADF et Dalou, les M23, quand ils ont fui, le gouvernement avait récupéré les matériels. Vous avez vu l'arme. Il y avait des armes sophistiquées du 21e siècle
que l'armée n'en a pas. Il y avait des balles qu'on ne pouvait pas l'utiliser chez nous parce qu'on n'avait pas. Ils avaient des armes de chasse et que nous n'avons pas. Ils avaient des snipers bien formés. Donc, c'est-à-dire que notre armée a un problème d'équipement. Et les rebelles sont équipés parce que ce sont les multinationaux, les milliardaires qui... Il y a une force étrangère. Une force étrangère. C'est noir. Oui, c'est eux qui les alimentent. Bon, noir, mais en réalité, ce sont les mains blanches. Ce sont les mains blanches connues, ce sont les multinationaux, les milliardaires du monde qui viennent prendre des quotas. Ils ne veulent pas passer par les gouvernements pour enrichir les Congos, mais ils se disent qu'ils doivent passer par des rébellions, par les sangs de Congolais pour en profiter sans pour autant en profiter et payer les impôts. Et ils sont en train de prendre nos minéraux, d'extraire nos minéraux de manière illégale. Et c'est eux qui alimentent le groupe des rébellions. Et maintenant, on peut parler de l'assaut, le récent assaut qui a eu lieu, je crois, hier, mercredi, dans la soirée. On a parlé d'un assaut qui a abouti finalement. On a vu les ADF se rendre, on a vu vraiment ce qui était dans la bourse, ils étaient en débandade. Est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite de cette alliance ou union entre le FRDC et l'armée ougandaise? Moi, je crois que c'est NSC qui a reçu parce que à partir de frappes aériennes, on a su, à partir des drones, à démanteler 3 ou 4 sites. Et puis, il y a eu des frappes aériennes qui a perturbé, qui a dispersé les gens. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez qu'il y a des troupes qui ne savent plus comment rentrer parce qu'ils ne savent plus comment se réunir. Ils ont peur des drones. Mais la peur a changé des camps. La peur a changé des camps parce qu'ils ne savent pas. Ça peut venir de partout. Ah, vraiment, je pense que ce sont de très bonnes nouvelles que nous aimerions entendre de temps en temps parce qu'à chaque fois qu'on voit il y a eu autant de morts, autant d'égorgements, autant de viols, et ça fait très mal aux oreilles et au cœur. Maintenant, quand on apprend aussi que la paix a changé des camps, désormais on peut dire qu'on a récupéré autant de villages, autant de territoires, on a sauvé autant de vies. En tout cas, ce sont ces genres d'informations que nous aimerions désormais relayer pour épargner aussi notre population et nos terres. Alors, M. Chris Ekoko, parlons à présent de cette histoire avec les opposants ou l'opposition de notre pays. On a parlé récemment du bloc patriotique. Je ne sais pas, on a vu, il y a eu aussi, on a enregistré le débat, il y a ces partis qui composaient le bloc qui se sont désolidarisés. Est-ce qu'on peut dire que le bloc envoie des disparitions ou un mort-né? Moi, je crois que le bloc patriotique, c'est Fayoulou qui a relancé ça. Et puis, en plus, ils sont allés voir les gens de KLCC, les gens de Milpro, et l'église catholique et l'église protestante. Et les FCC qui est venu s'infiltrer dans cette histoire pour essayer quand même d'organiser. Ils ont organisé des marches. Moi, je crois que c'est de leur droit d'organiser des marches et de s'organiser. Mais les revendications doivent être fondées. On parle de la CENI, on ne veut pas de Kadima, on parle des histoires comme ça. Ok, ça, ce sont des intérêts politiciens. Lorsqu'on ne veut pas de Kadima, ok, on veut qu'il y ait un changement. L'histoire de la CENI est déjà passée, les chefs de l'État ont déjà signé l'ordonnance. Moi, je crois qu'on ne peut pas s'éterniser à une histoire qui est déjà passée. Moi, je crois qu'il faut maintenant voir l'avenir pour voir comment mettre des garde-fous. Mais moi, je crois qu'on peut avoir une personne à la CENI. Si cette personne-là n'est pas compétente et il n'a pas de garde-fous, on va retomber au même problème. Justement. En tout cas, je pense que c'est tout à fait clair. Voir aussi le départ de la SENCO, de cette bloc. On sait que peut-être il y a une intervention de la part du gouvernement, on dirait peut-être un négociage. Comment vous faites l'analyse de ces départs, ces soudains? Voilà. Je crois que les gens doivent comprendre la politique des évêques. L'église catholique n'a jamais été au milieu du village. L'église catholique est aux côtés de la population. Souvent, le pouvoir en Afrique a pour vocation de faire souffrir sa population. Parce que les gens qui sont au pouvoir, ils s'enrichissent du jour au lendemain. Quand vous voyez l'entrée et la sortie des ministres, quand vous faites des analyses, quand vous faites des suivis, parce que nous sommes tous Congolais, vous verrez qu'ils ont enrichi leur famille, leur deuxième famille, troisième, quatrième famille. Donc, c'est-à-dire que la gestion de foi n'est pas rationnelle. Alors, l'Église a pour vocation de rappeler aux dirigeants que ce que vous faites, il faut faire attention. Le chef de l'État peut avoir la bonne volonté de changer des choses. Mais est-ce que tout le monde a compris sa vision? Tout le monde veut marcher avec lui? Et c'est ça maintenant qui pose le problème en Afrique. Vous verrez qu'autour du chef, il y a toujours des vautours qui vont à la contre des chefs, eux qu'on appelle flatteurs.
et des gens qui viennent des fois tourner, qui vont faire des corruptions. Béton, et voilà, qui vont avec des slogans. Ce sont les mêmes personnes, lorsque les choses ne marchent pas, quand vous voulez le faire comprendre que ça ne marche pas, ils vous créent de l'ennemi, ils vont aller dire des bêtises gauche à droite, au niveau des chefs, ils vont aller combattre les chefs. Vous combattez les chefs. Or, on ne peut pas combattre les chefs en disant chef, il faut faire attention, là où vous allez, ça ne va pas. Okay. Les retraits de l'église catholique et protestante, je crois que c'est stratégique. Les évêques, je crois qu'Abbé Scholl l'avait dit clairement, l'opposition ne doit pas se cramponner, ne doit pas se cacher derrière l'église catholique. L'église catholique avait des revendications, ils ont posé des préalables. Vous vous souvenez, même avant la nomination, même après la nomination, l'église catholique avait demandé qu'ils puissent rencontrer le chef de l'État. Les chefs de l'État, par rapport à cet agenda, n'avaient pas trouvé important de les recevoir à ce temps-là. Et l'église a continué sa démarche, ils ont mis la pression. Quand le chef s'est ressaisi et il a envoyé la délégation, c'est pour la première fois depuis que le Congo est Congo, qu'on puisse déplacer les institutions pour aller voir un Sénat et il y avait la présidence, les conseils spéciaux en matière des chefs de l'État. C'est lui qui représente les chefs d'État directement. Ouais. C'est son premier rempart, c'est son premier qui s'occupe de la société. Il y avait le président du Sénat, il y avait le président de l'Assemblée nationale, il y avait le premier ministre, les chefs du gouvernement. Donc toutes les institutions sont allées voir les cardinals pour essayer d'échanger avec lui. Et vous avez vu les cardinals vont partir sur les... Il était très heureux de recevoir les institutions chez lui. Il croit qu'ils vont essayer de travailler ensemble pour relever tous les malentendus. Et Mbosso l'a bien su. Ils sont allés aussi voir le révérend Mokondoa, le révérend Monseigneur Mokondoa, qui est le président de l'Église. Et maintenant, ils parlent tous au même langage. Parler les mêmes langages, c'est trop. C'est ce que les gens ne veulent pas créer l'amalgame. L'Église avait des problèmes avec le gouvernement concernant des préalables qui étaient de la CENI, qui étaient des attributions de l'Église. Okay. Et l'Église a compris qu'ils se sont mélangés avec des aventuriers. Vous voyez, aujourd'hui, l'Église catholique s'est retirée, l'Église s'est retirée. Et avec les systèmes des églises, je vous avais lui parler dans l'émission précédente ici que ces regroupements-là doivent disparaître. Je vous avais promis ici que ça va disparaître parce qu'on ne peut pas mélanger l'église catholique et l'église protestante avec des églises qui n'ont que deux paroisses, des circonstances. Il veut se mesurer avec des gens qui ont plus de 5000 paroisses dans le pays. Justement, puisque nous en sommes, parlons directement de la CENI. Est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, la situation dont nous voyons, ça favorise la crédibilité des élections 2023? On a vu la CENI s'est retirée, en fait, la SECO, ou l'église catholique, allais-je dire, s'est retirée de cette bloc qui constitue, en fait, le noyau même des animateurs de la CENI. Pensez-vous que c'est un climat qui va favoriser ou faciliter la crédibilité des élections 2023? Ça s'annonce bien? Je crois que l'époque, on fait l'élection, on a besoin de l'inclusivité. On a besoin de la participation de la majorité. Mais l'inclusivité ne se fait pas toujours présent durant les élections. Quand vous allez même aux États-Unis, vous verrez qu'après l'élection, Trump avait contesté les élections de Joe Biden. Ils ont même sont allés même manifester jusqu'au Parlement, dans des maisons historiques des États-Unis, pour dire que dans les élections, il y aura toujours des contestations, il y a toujours des erreurs. Mais je crois que le niveau des erreurs ne peut pas dépasser celui du résultat entendu. Il ne peut pas avoir de l'impact sur le résultat. Et je crois qu'avec déjà cette façon de revendiquer et de discuter des amis de l'opposition, ça pose problème. Alors, il ne faut pas oublier que jusqu'aujourd'hui, le bureau est toujours incomplet. Ce qui veut dire que le problème reste encore. Il manque encore les 2 noms. Oui, il ne manque pas les 2 noms, mais il manque 3 noms. Ah, c'était 3 noms. Oui, il manque les représentants de la MOUC, de l'FCC. On doit avoir 2 représentants de l'FCC. Et puis, on doit avoir 2 représentants de l'opposition. Et jusque-là, les quotas de l'opposition, parce que l'opposition en avait 5, l'opposition en avait 4, et puis le pouvoir 6, et puis la société civile 5. Alors, si on suppose que l'opposition n'a pas envoyé, donc il doit marquer normalement 4 noms. Et on peut dire que, puisqu'il manque encore ces quelques noms, la machine ne peut pas tourner. Moi, j'ai bloqué, on peut dire. La machine ne peut pas avancer en laissant les autres de côté, parce que les élections, c'est pour la majorité et pour l'opposition. Donc, ils ne peuvent pas aller aux élections sans pourtant que les amis puissent les rejoindre. Les forcing ne payent absolument rien. Il n'est pas important d'aller aux élections qui vont créer les chaos. Mais le plus important d'aller aux élections avec consensus. C'est pour ça l'évêque, ils ont bien dit. Les évêques cherchent toujours le consensus, l'entente entre les 2 partis, entre l'opposition et le pouvoir, afin qu'ils puissent trouver des mesures pour bien évoluer. Alors les évêques ne veulent pas qu'une partie puisse frustrer les autres
pour qu'il y ait des revendications qui vont amener et descendre dans la rue qui peuvent causer des morts d'hommes et des blessés. Maintenant, on peut dire que Dodo Kamba, qui était dans la boîte aujourd'hui, il occupe la tête, je peux dire, des églises de confession religieuse. Pensez-vous que la CENI est entre les bonnes mains? En tout cas, moi, quand on parle de choses sérieuses, on ne peut pas parler déjà comme Dodo Kamba. Je crois que Dodo Kamba, bon, c'est un pasteur que je respecte, mais il n'a pas le niveau pour être président des églises. Il faut être quand même sérieux dans ce qu'on fait. Vous savez, lorsqu'on fait des choses, on fait des choix. Des fois, les choix reflètent les niveaux et la valeur des institutions. Lorsque vous voyez votre communication, quel est votre interlocuteur valable? Qu'est-ce que vous envoyez pasteur, le prophète, pasteur Dodo Kamba? Il a combien d'églises? Ici d'abord à Kinshasa, qui connaît Dodo Kamba? Avant la CENI, qui connaissait Dodo Kamba? On ne peut pas prendre quelqu'un qui ne représente pas vraiment la majorité pour le mettre en tête, en fait, d'aller représenter la majorité. Parce que, je vous dis, mon frère, si Dodo Kamba sort aujourd'hui et que les églises autres là sortent avec leurs fidèles, il sera hué à 70% de la population congolaise par rapport aux autres qui vont applaudir pour Dodo Kamba. Parce que jusque-là, les gens entendent parler de Dodo Kamba seulement pour la série. Avec le respect Dodo que Kamba, il n'a pas Dodo les Kamba, oui, peut-être il n'a pas beaucoup des églises, mais il travaille avec plusieurs églises à Kinshasa. Hein. C'est-à-dire que ces églises-là ne sont pas des son églises, mais ils ont quand même une écoute par rapport à ce qu'il pourra dire. Vous êtes sûr? Moi, j'aimerais qu'il nous démontre un peu qu'il est rassembleur, qu'il organise des réunions des églises de réveil, qu'on voit comment lui il le fait, comme travail, comme les autres font, les évêques qui le font. Voilà, c'est un défi qui le fait. C'est un défi qui vient d'être lancé. Voilà, c'est un défi qui vient d'être lancé au prophète Dodo Kamba, un homme aussi charismatique que je connais. Mais là, quand même, on aura bien besoin d'avoir un peu plus concernant aussi votre notoriété qui est aujourd'hui contestée de part et d'autre. Eh bien, essayons d'avancer, messieurs Chris et Coco. Nous allons à présent parler de la justice. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut dire la justice est maintenant une justice juste ou une justice à deux poids, deux mesures? Parce que nous avons vu, avec cette histoire de la grâce présidentielle, on a vu monsieur Willy Bakonga qui, en fait, d'après certaines bouches, il semblerait qu'il ne serait pas éligible à cette grâce présidentielle qu'on lui aurait accordée. Alors, on a vu Willy Bakonga ressuscité et on a vu monsieur Albert Youma entrer du tombeau. Est-ce qu'on peut dire que c'est une justice à deux poids, deux mesures? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bon, je crois que nous sommes à la constitution de l'état de droit et dans tout ce qu'on est en train de faire et que la justice est en train d'essayer de construire, il y aura des ratés, il y aura toujours des erreurs qu'on va essayer d'adopter pour... Mais moi je vous confirme qu'il y a évolution de la justice dans ce pays, parce que dans ce pays, il y avait des gens qui volaient, qui pillaient, qui détournaient l'argent, des ADG qui étaient en train de défier tous leurs employeurs pour dire que Borossa Langelo Rotata dans une bombe. Mais aujourd'hui, on n'entend plus parler de ces langages. Nous sommes tous des travailleurs quelque part. On n'entend plus parler. Il n'y a plus de DG, de PCA qui bombent des torses comme on était à l'époque de la Deuxième République, qui se prenaient pour de petitiers dans des entreprises publiques. Aujourd'hui, avec les partis financiers de l'IGF, avec la justice, tout le monde a peur d'aller être interpellé quelque part. Pour revenir au dossier de Willy Bakonga, j'aimerais que les gens puissent comprendre clairement. Il ne faut pas faire des méli-mélo dans ce qu'on fait. Ce qui tue le Congo, c'est un problème de clameur et non d'information. Willy Bakonga a été arrêté pour quel problème? Pour le problème de blanchissement d'argent. Ouais. Willy Bakonga a été pour savoir déplacer avec plus de 2 millions. Non, il s'est déplacé avec 30 000 $. Il faut suivre le procès. Okay. Moi, je sais, Willy Bakonga a été arrêté pour 30 000 $. 30 000 $. Oui. Il s'est déplacé avec 30 000 $. Il est interdit de se déplacer avec plus de 10 000 $ dans ce pays. Okay. Ce qui n'est qu'une théorie, dans la pratique, c'est faux. Quand on voit les gens, comment ils achètent des maisons et des voitures ici à Kinshasa, il y a des gens qui viennent avec plus de 100 000 pour acheter des maisons et des voitures. Donc, la première affaire de détournement n'a pas encore été ouverte. Voilà. Ce que je voulais dire, pour être clair, j'aimerais expliquer dans le domaine pour que les gens comprennent. Willy Bakonga a été arrêté pour le problème du blanchiment d'argent. Il s'est promené avec plus de 30 000 $. Okay. Il a été jugé pour ça. Et puis d'aider pour avoir essayé de s'échapper du pays sans pourtant avoir l'autorisation. Ok. Ce sont des choses qui ont fait qu'il a été condamné. Il a été condamné pour 3 ans. Okay. Il a été condamné pour 3 ans. Et
jamais, pour le problème auquel le peuple est en train de faire déclamer en public des gratuités, Willy Bakonga n'a jamais été interpellé ni convoqué pour ça. On n'a jamais commencé ce procès. Ok. Alors, la grâce présidentielle, c'était pour les condamner, oui. Jusqu'au 21 juillet, c'était juste là le délai. Et Willy Bakonga a été condamné avant le 21 juillet. Donc, il était éligible, parce qu'il était condamné, sa condamnation était irrévocable. Deuxième aspect, on avait dit que dans cette grâce présidentielle, on va faire sortir des gens qui ont fait plus de 5 ans. Et Willy Bakonga, qui ont moins de 5 ans de condamnation. Willy Bakonga avait 3 ans, donc il était éligible. Troisièmement, Willy Bakonga bénéficie de cette grâce présidentielle que le ministre a signée et la liste a passé à circuler depuis longtemps. C'est depuis le mois de septembre que cette liste ne faisait que circuler au ministère de la Justice dans des endroits gauche-droite pour être signée et promulguée. Lorsque le ministre dit qu'elle n'était pas au courant, donc ça laisse à désirer. Mais quand même, si vous avez parlé des critères, ça me rappelle aussi un monsieur qui est aujourd'hui en prison, Milingagno, un certain, c'est lui qui a parlé de manger les fruits, monsieur Barnabé Milingagno. Mais lui également, il a été condamné pour 3 ans. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait aussi éligible? C'est bon, Willy Bakonga? Non, le problème c'est que, est-ce qu'il a fait la démarche? Bon, je crois que les gens doivent comprendre. Le problème de la justice, on ne vient pas chercher les gens. On a des avocats. C'est une grâce. Non, la grâce, peut-être pas des démarches. C'est une grâce. Non. J'aimerais dire, il y a un serviteur de Dieu qui a chanté Tout est grâce. Ok. Et dans oui, dans cette chanson, il a dit Athée logo fele et c'est un critère. Donc vous comprenez, même pour la gratuité, il faut des critères. On a des critères pour les enfants. Pour être éligible, il y a des mesures de grâce. Il faut engager des avocats qui vont continuer, qui vont faire des poursuites pour que vous soyez intégré dans la liste. Et si Barnabé était distrait, la faute n'est pas Willy Bakonga. Okay. Je ne suis pas en train de défendre Willy Bakonga, je suis en train de dire une réalité et qu'il n'a pas encore, le dossier de gratuité n'a pas encore débuté et qu'il a été condamné pour autre chose. S'il a été libéré pour autre chose, les problèmes revient à la justice. C'est en train de voir pourquoi on a libéré Willy Bakonga et puis pourquoi on l'a laissé quitter le pays. Voilà, c'est ça le problème, parce que justement on entend parler qu'il serait quitté le pays parce que je ne sais pas si il a quitté le pays, est-ce que c'était par autorisation ou c'était toujours la même voie que l'autre fois quand il a été interpellé à Brazzaville? Je crois que les politiciens ont beaucoup de tours dans leur sac. Les problèmes des politiciens sont complexes et ils ont des informations. Quelqu'un qui a aussi mis de hautes fonctions comme Willy Bakonga a des ramifications, des informations. Il a été plusieurs fois ministre, sénateur, député. Donc il sait comment se faire pour s'équiper. Mais lorsqu'on dit qu'il est porté disparu, ça nous fait rire parce que ça sont des théâtres de chez nous. Okay. Et d'après vous, ce serait juste de rimer, il serait ici au pays? Non, je ne pense pas que Willy Bakonga est ici au pays. Moi, je suis certain qu'il a déjà... Il doit quitter le pays parce qu'il en a l'habitude. Ah, mais si c'est le cas, donc cette affaire de détournement, des affaires de gratuité, disons, ça ne serait jamais, en fait, on ne connaîtra jamais le fond de cette histoire, parce que c'est les fonds ou l'argent des contribuables congolais qui est porté disparu. Et on n'a pas le droit d'avoir les informations parce qu'il n'est plus au Congo. Est-ce que pour connaître les histoires de gratuité, on a seulement besoin de Willy Bakonga? Il y a des traçabilités. On peut commencer par les traçabilités pour chercher l'argent. Pourquoi le gouvernement n'initie pas les dossiers? Parce que s'il y a de l'argent qui sont donnés pour le ministre, il y a un ministre des Finances, il y a un ministre des Budgets, il y a un Premier ministre. Ces gens-là sont là. Si on veut tracer l'argent du gouvernement, on connaît la chaîne des dépenses. La chaîne des dépenses est connue par tout le monde, donc tout responsable connaît la chaîne des dépenses. Même si on veut retracer l'argent, même si Willy Bakonga fouille, ou parce qu'il quitte le pays, ou parce qu'il est libéré, on sait toujours faire des traçabilités. Il y a des chaînes de dépenses. Willy Bakonga, ce serait juste un arbre qui cache la forêt. C'est un dossier complexe. Le dossier de gratuité, c'est un dossier complexe qui... Nous ne savons pas des tenants et des aboutissants. Comme la justice elle-même n'a pas encore trouvé beaucoup d'éléments pour commencer, c'est comme ça que nous nous réservons. Il y a beaucoup, il y a à boire et à manger. Bon, on ne peut pas dire que Willy Bakonga s'est enfoui parce que jusqu'à présent, on ne sait pas, c'est pour des raisons de santé, il a été autorisé ou comment. Aussi longtemps qu'il ne serait jamais communiqué à ces sujets, on va quand même laisser circuler les doutes. Mais quant à la population congolaise qui se voit perdant dans cette affaire, ils aimeraient tout simplement savoir clairement où est parti cet argent. Alors, parlons aussi de cette affaire de Bouka Malonzo. Toujours dans la justice, on a vu Bouka Malonzo, Matata Mpogno, il y a certaines langues qui se disent que il y a aussi le PPRD qui est derrière cela, on cite Chadari et certains autoritaires du parti. Est-ce Matata Mpogno serait dans le collimateur de ce vieux fantôme, justement? Je crois que le dossier de Bouka Malonzo est clair. Le dossier là, l'argent est sorti.
comme je vous ai dit, comme l'enseignement. Traçabilité de cet argent est connue. Les traçabilités, les sources même de cet argent sont connues. On connaît qu'ils sont sortis de gauche à droite pour un tel travail et le travail n'a pas été exécuté. Nous savons que l'entreprise sud-africaine qui est venue dans cette histoire devait mettre sa part et puis le gouvernement congolais devait mettre le moyen pour essayer d'exécuter ce plan. Mais malheureusement, le plan n'a pas évolué. D'abord, il y a eu un problème de planification. Le problème de passation des marchés n'a pas été respecté. Le 15 et 45 jours de publicité n'a pas été, l'appel d'offres n'a pas été, ils n'ont pas respecté le procédure des passations des marchés. Ils ont fait un marché gré à gré sans pourtant respecter des procédures qu'ils connaissent mieux parce que Matata Pono vient de BSECO. Avant d'être ministre de Verre, donc il connaît bien comment les marchés doivent être faits. Il n'a pas respecté la passation des marchés. Donc, je trouve que c'est un dossier qui le collera tous les jours parce qu'il y a de l'argent, des traçabilités, il y a des éléments qui prouvent que l'argent a été décaissé. Et en plus, Matata Pono était lui-même ministre, Premier ministre, lui-même ministre des Finances. Et parce que sénateur. Parce que le ministre des Finances n'était qu'un simple délégué. Et un délégué n'est pas répondant. Celui qui est répondant, c'est celui qui répond. Mais justement, on a vu la Cour constitutionnelle, je ne sais pas, qui s'était déclarée incompétente pour gérer cette affaire. Finalement, qui peut gérer si déjà la Cour constitutionnelle à ces niveaux-là s'est déclarée incompétente? Oui, c'est la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle ne pourrait pas déclarer. C'est que je vous dis que la justice aujourd'hui, il ne faut pas traiter les dossiers avec passion. Nous avons... Il y a une tendance à traiter les dossiers de pays, les choses sérieuses avec patience, avec militantisme. Lorsqu'on est un homme d'État, on laisse le militantisme. Lorsqu'on est un homme d'État, on traite le dossier sans patience. Ils sont allés très rapidement et ils se sont coincés au mur et ils sont revenus au cours de cassation. Matata Pono n'était plus Premier ministre. Cour constitutionnelle, Cour de cassation, comment on appelle ça? Cour constitutionnelle. Non, il n'y a plus de Cour suprême. La Cour suprême. Et pour ils étudient des infractions de Premier ministre et de Président de la République qui sont en fonction. Maintenant, on n'est plus en fonction, il est sénateur. Donc, ils doivent être jugés en Cour de cassation. C'est comme ça que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de traiter ce dossier. Et on a vu avec l'affaire Hold Up Congo, on a vu cette clameur. Ils sont venus avec un rapport accusant l'ancien président de la République, Joseph Kabila, pour avoir détourné, selon les rapports présentés, une somme de 138 millions de dollars. Et finalement, on a vu l'IGF dire, voilà, ces rapports ne méritent pas notre crédibilité. On peut dire que Kabila est dédouané par l'IGF. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que Kabila n'est pas dédouané par l'IGF. Vous savez, ce n'est pas le premier scandale. J'aimerais que les Africains doivent comprendre, nous les leaders d'opinion africains, parce que lorsque nous allons dans des conférences internationales, nous expliquons à nos confrères d'autres pays africains, leaders, qu'il est important que nous ne puissions pas suivre le média étranger. Les médias étrangers ont toujours l'habitude d'exagérer. Je vous donne 3 faits. On avait dit que l'empereur Bokassa mangeait des gens, tout ça, en Centrafrique, tout consort. Depuis qu'il est parti, on l'a tué, on n'a jamais vu là où il mangeait les gens, tout ça. Tout ce qu'on a dit, c'était faux. Deuxième fait, c'est Kadhafi. On a dit Kadhafi, il faisait sa population, il avait ça. Après la mort de Kadhafi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Les Libyens sont en train de souffrir. Le troisième fait, on avait dit aussi, ici, ça soit des Mobutu chez nous. Mobutu a des milliards, il peut avoir 10 millions, 100 millions. Depuis que Mobutu est parti, on a cherché cet argent. Même le fils de Mobutu Njanga était ici comme vice-premier ministre. Il est allé au nom du gouvernement demander l'argent, lui a jamais remis cet argent-là, à part la banque suisse qui a remis quelques millions. Pour dire que ces faits-là, les médias internationaux, surtout françaises, ont l'habitude d'exagérer pour essayer de détruire l'image des anciens présidents ou des présidents africains en exercice lorsque ces gens-là ne sont pas en accord avec eux. Mais cela ne veut pas dire que Kabila, dans son régime, il est sain. Il peut y avoir des détournements, il peut y avoir des problèmes de gestion. La preuve est que BG Fibank a remis 43 millions de dollars, que l'IGF avait dénoncé et que BG Fibank a accepté, ils ont remis 43 millions de dollars. Ce qui veut dire qu'il y avait aussi des malversations financières, il y avait des enrichissements illicites. Et justement, l'IGF a dit que, en fait, les détournements, c'est vrai, mais il n'y a aucune preuve reliant Kabila avec la banque IGF. Donc, de ces faits, comme il n'y a pas de preuve matérielle, on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. C'est ce que je vous dis. Il faut avoir de preuves pour essayer d'accuser. Ce que je vous dis, que nous devons arriver à une dimension des sorties de militantisme, des sorties de passion, d'être des hommes d'État, être des hommes responsables. Et la jeunesse d'aujourd'hui doit être plus
plus intelligent pour ne plus tomber dans ces jeux-là qu'on a utilisés pour qu'il y ait des coups d'État et qu'on sort. On est en train de séparer des dirigeants africains, des leaders africains, de leur jeunesse, de leur population, pour que la haine puisse entrer, en fin de compte qu'ils puissent profiter pour créer des désordres. Et nous ne voulons pas des troubles et des désordres dans notre pays. Nous voulons aller aux élections en 2023 pour qu'on puisse avoir, le président puisse aller, on puisse continuer aux élections. Parce que d'après certaines analyses, on dirait que c'est justement finalement Félix Tshisekedi, le président de la République actuelle, qui aurait refusé de livrer son homologue. Et puis voilà, l'IGF est venu justement faire le bras de fer. Je ne sais pas, dans cette histoire de détournement, est-ce qu'un jour on aurait à voir Kabila devant les barreaux, soit national ou international, à répondre à certains abus pendant son règne? Je crois que vous prévoyez un truc comme ça? Je crois qu'on a arrêté beaucoup de gens. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu l'argent qui était. Donc on a retourné à la caisse de l'État. On a commencé avec le procès des 100 jours. Les DG de l'OVD, Benjamin, les pris au courant, tout le monde le sait. Il a été libéré. Tous les gens qu'on avait arrêtés aux 100 jours. Mais ils ont remis combien? Si on demande au gouvernement, on pose la question au gouvernement, ces gens ont retourné combien d'argent? C'est le dossier des 450 millions que vous avez traité dans le procès des 100 jours. Il n'y a rien de tout. Moi, je vois si on arrête Kabila aujourd'hui, nous on gagne quoi? Qu'est-ce que le Congo gagne en arrêtant Kabila? Si on arrête Kabila aujourd'hui, nous on gagne quoi? On aura quoi? Il servira d'exemple peut-être à ceux qui s'arderait à... Mais ces gens ne changent pas. Vous croyez que le régime de Fatih est sain? Nous sommes dans la continuité. Lorsqu'on entend des détournements de gauche à droite, ce sont les mêmes habitudes. Ce sont les mêmes politiciens qui ont commencé avec Mobutu, qui ont ruiné Kabila, qui sont venus maintenant avec le président Fatih. Ils vont faire la même chose. Faut-il faire quoi exactement? Il faut renouveler la classe politique. Tous ces gens-là ont leur attitude, leur façon de faire. Leur façon de faire, c'est de prendre de l'argent de l'État, aller acheter des maisons. Ce n'est pas de construire, ce n'est pas de faire développer le pays. Ils ont commencé avec Mobutu jusqu'à ruiner Mobutu. Mobutu n'était pas les seuls, mais Mobutu est parti, ils sont restés ici. Kabila est parti, tous les gens de Kabila sont maintenant chez le président Félix. Vous voyez que demain, s'il y a un autre président qui arrive, ils vont encore faire la même chose. Ce qu'il faut faire, il faut que la population s'élève, chasser cette classe politique. Il faut une relève. Des élections, bien sûr. Oui, il faut une relève totale. Des fois, quand l'élection tarde, il faut les chasser même dans leur maison. Alors, voilà, restons toujours sur la justice. On ne peut pas parler de dissocier la justice de l'IGF, ce serait quand même un crime aujourd'hui. On a vu les efforts de l'IGF. Avant, on ne pouvait pas parler de tous ces millions détournés. Aujourd'hui, on a vu même certains cadres avoir peur de toucher à la caisse de l'État. Et on a vu comme retombée, on a vu la réserve d'échange avait augmenté de 4 milliards. Est-ce qu'on peut dire que l'IGF aujourd'hui mérite quand même le fleur de la population? Voilà, j'aimerais dire une chose. Avec toute sincérité, en tant que leader d'opinion, leader de jeunes, j'aimerais féliciter. S'il y a un meilleur monsieur dans la République, dans ces 5e République de Fatih, c'est Gilles Alinguet. Je crois que c'est un monsieur qui mérite de faire. Si le président a un mandat à dire, c'est l'IGF. Le président n'a pas de choses à dire. S'il a fait quelque chose et que moi je trouve que c'est bien, c'est positif, c'est l'IGF. C'est à partir de Gilles Alinguet qu'aujourd'hui les DG ont peur de voler. De voler, je voulais dire. Aujourd'hui, à partir de l'IGF, aujourd'hui, quand vous allez dans les entreprises, parce que nous sommes des leaders d'opinion, nous allons de gauche à droite, quand on va organiser une activité nationale, internationale, on va dans des ministères, dans des entreprises pour chercher. À l'époque, les gens volaient comme ils voulaient. Je vous ai dit tantôt, les DG ici se croyaient les propriétaires de ce pays. Vous irez dans des entreprises pour ne pas citer les gens, mais les gens les connaissent. Quand nous étions, il y avait un DG à l'OCC qui disait qu'il va partir, que si le jour Kabila va partir, il faisait tout ce qu'il voulait. Et les gens connaissent ce DG-là. Mais avant que Kabila parte, ils sont partis. Non, il y a un DG avant lui. Quand je parle comme ça, les gens de l'OCC savent. Il a engagé beaucoup de gens des ordres là-bas. Il disait que si Kabila ne parle pas, lui, il part. Mais il est parti avant Kabila. Il y a un DG, il y avait un autre DG dans les institutions qu'on peut citer, des universitaires et consorts, qui défiaient toute la population, qui défiaient les employeurs, qui prenaient l'argent. Ils géraient par défi, ils prenaient l'argent des clés aux yeux aussi de tout le monde. Ils disaient que nous sommes des pépères de Barça, du Sénérouti. Alors moi aujourd'hui, aucun DG peut soulever ses doigts, il peut prendre l'argent, il peut gérer par défi. Parce que tout le monde a peur. Ils ont peur de quoi? Ils n'ont pas peur de Fatih, mais ils ont peur de Gilles Alinguet et l'IGF. Aujourd'hui, quand vous criez l'IGF, chaque DG tourne, même ministre tremble. Ouais. Donc ça dit que je jette de fleurs au DG Gilles Alinguet pour le travail qu'il fait de lutte contre la corruption et les détournements. Je crois que Dieu puisse le protéger, qu'il garde. Justement. Merci beaucoup. Voilà, c'est M. Christ et Coco.
on est en train d'échanger, parlons un peu de ces derniers sujets sur le social, parce qu'on a parlé de cette augmentation de réserve d'échange, on a parlé de tout de notre budget, on n'a même pas touché, mais tout ça doit avoir des répercussions sur le social de la population. Le peuple congolais a besoin de voir son panier de ménagères changer, a besoin de voir son assiette quand même différent, qu'il mange à sa faim. Est-ce que pensez-vous que ces efforts arriveront à changer la situation sociale de notre population? Je crois qu'il est permis de rêver, il faut toujours garder l'espoir, le pays va toujours changer, le pays va évoluer. Mais je crois que pour l'instant, il n'a rien qui est fait. Pour l'instant, il n'a rien. La population souffre énormément. Je crois que les produits des premières nécessités ont augmenté les prix. Nous sommes responsables avant de venir. On prend le pain, qu'on sort, vous verrez la taille de pain, ça laisse à désirer. Et puis à manger, les vivres frais coûtent énormément cher, tout a augmenté. Et les marchés aujourd'hui, en tout cas pour manger, si vous n'avez pas plus de 20 000 francs, c'est compliqué pour des maisons qui ont 4 personnes. Pour ceux qui en ont 10 et 20, ils mangent avec plus de 40 000, 50 000 par jour. Vous voyez que les gens gagnent combien. Et avec aussi le problème des transports, il y a des limites qui ont augmenté. La vie est devenue invivable ici dans la ville de Kinshasa. Je crois que le chef de l'État doit vraiment faire tout pour améliorer la situation sociale de la population. On a entendu avec cet arrivage de surgelés, on peut dire que quand même il y a l'espoir à l'horizon de la République démocratique du Congo pour ces derniers mois en fait de l'année. On peut dire que ça va quand même donner l'espoir. Je crois que nous devons sortir de cette optique. Nous sommes au 21e siècle. Nous ne devons pas être dans un pays où lorsqu'il y a une période de fête, on va amener beaucoup de choses à manger pour la fête. Après la fête, la vie continue. Moi, je crois que le gouvernement va faire une politique de continuité. S'il doit commencer à mettre des surgelés, ça va nous aider à bien fêter. Et puis à continuer au mois de janvier, février, qu'on sort. Il ne faut pas qu'ils amènent des choses pour la fête. Après la fête, les choses vont encore augmenter. Là, on n'aura rien fait. Je crois qu'ils doivent faire une politique d'achat régulier pour essayer de stabiliser. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes submergés par les étrangers qui tiennent mordicus le commerce congolais, même les petits commerces qui empêchent les gens de réfléchir, de bien manger, ce qui fait qu'ils augmentent les prix à leur gré. Et si le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités, d'acheter les signes, je vais l'amener comme on a vu à Matadi, port de Matadi et de Boma, moi je crois que nous devons saluer et féliciter le gouvernement. Alors on peut dire que peut-être l'arrestation de M. Albert Yuma serait en rapport avec cette histoire, parce qu'il était à la tête de la FEC. En fait, il était membre. Moi, je crois qu'il faut être informé. Les commandes ont été passées depuis longtemps. On a passé plusieurs commandes à ce conseil des surgelés. Le ministre s'est déplacé lui-même pour aller en Namibie, pour négocier des inspecteurs de travail. Voilà. Il y a tout un comité qui ont commencé le travail. Depuis 2020, mais ça n'a rien à voir avec l'arrestation de Yuma. Yuma doit payer pour ses frais, pour ses faits de détournement. Donc, il n'a aucun impact sur le prix. Certes, il est président de FEC, mais je crois que c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités et tous ces gens-là vont disparaître demain. Et on a entendu même Chadari dire toucher Yuma, c'est accepter de faire brûler la ville. Hein. Je ne sais pas. Il s'est quand même prononcé là-dessus après l'arrestation. Ça, c'était la folie du pouvoir. Vous savez, quand quelqu'un vient de perdre le pouvoir, et des fois, il est décomposé mentalement. C'était un peu des... Moi, je trouve que c'était de l'excès des ailes. Aujourd'hui, ils ont changé de langage. Merci beaucoup. Parlons, pour finir en beauté cette émission, on peut quand même toucher on a parlé de cette Jeux olympiques qui va bientôt avoir lieu à Kinshasa. Et on a vu les constructions, des abritations et tout. Mais il semblerait que c'est insuffisant. Et ils sont en train d'envisager occuper les homes des étudiants. Pensez-vous que c'est approprié? Je crois que les gouvernements doivent être sérieux. Ça, c'est l'image du pays. Le jour de la francophonie, ça fait plus de 3 ans qu'on avait annoncé et le gouvernement avait accepté lors de la dernière conférence de la francophonie. Moi, je crois qu'ils doivent continuer. Lorsque le pays accepte quelque chose, ils doivent construire des infrastructures. Nous ne devons pas être dans un gouvernement de gens qu'il ne faut pas évoluer. Vous savez, non loin d'ici, au stade des Martyrs, les travaux de la francophonie ont été arrêtés. Quand vous allez au stade Tata Raphaël, n'en parlons même pas. Depuis qu'ils ont clôturé, ils ont mis pas de tôle. À l'intérieur, c'est vide, c'est comme un tombeau qu'on a repeint. Il n'y a rien qui a été fait. Moi, je crois que nous sommes maintenant à l'approche de 2022, c'est au mois de juin que ces histoires vont commencer. Moi, je crois qu'ils n'ont rien fait. Allez prendre le home des étudiants, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a des étudiants qui souffrent. Le logement à Kinshasa coûte cher. Lorsqu'on vient étudier, ça dit qu'on n'a pas de moyens. Les homes facilitent aux étudiants d'abord, de faire les commerces.
de bien étudier et des trois, de garder le peu de moyens qu'ils en ont. Et le fait que le chef de l'État a lancé les travaux de réaménagement du home des étudiants, c'était une bonne chose saluée par tout le monde. Mais transformer le home des étudiants au bureau, je crois qu'au logement des athlètes, même si ça va prendre peu de temps, mais ce n'est pas bien pensé parce que c'est en 2022. Donc on suppose que l'année prochaine, les étudiants ne vont pas récupérer leur home jusqu'à 2023. Mais justement, le problème serait que pour construire peut-être même de maisons préfabriquées, ça prendra du temps parce qu'on est encore en décembre et puis jusqu'au mois de juin, ce serait quand même suffisant s'il y avait quand même un peu de volonté, même ne fût-ce que pour abriter ces athlètes. On ne manque pas d'espace, on ne manque pas d'argent, on ne manque pas de gens habiles pour réaliser ces genres de travaux en peu de temps, non? Je crois que c'est un problème de volonté et d'organisation. On a eu plus de 3 ans pour faire ce travail. Maintenant, la dernière année qui nous reste, s'il se concentre, on va toujours y arriver. Il y a beaucoup d'espace au Congo, on peut construire, il y a beaucoup de bâtiments. Le problème qui se pose, c'est un problème de sérieux du gouvernement. Quand vous allez dans cette histoire, vous allez attendre, il y a des détournements de millions. Mais quand vous allez dans les faits, il n'y a pas d'argent. Et quand vous entrez, il y a des détournements. Toujours, il y a des scandales, des détournements de millions de dollars qui posent problème. Et ce qui fait que les choses n'avancent pas. Vraiment, nous allons demander à ce que la commission de suivi qui sont chargées quand même de suivre de près ces activités ou ces actions-là puissent bien mener à fond les enquêtes pour que nous ayons quand même un bon résultat parce qu'il s'agit là de l'image de notre pays à travers le monde. Imaginez que ce n'est pas une nation, mais c'est plusieurs pays, plusieurs nations qui viendront et c'est le regard du monde entier qui sera braqué sur le Congo. Nous voulons quand même avoir quand même des assises, disons de bâtiments bien construits pour pouvoir vendre une bonne image de notre pays. Alors, messieurs Chris et Coco, nous voici quand même à la fin de ce numéro. Avez-vous un dernier mot pour s'adresser à nos populations, nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison? Le dernier mot est celui de dire à la population congolaise de garder espoir, car le Congo va se développer, le Congo va aller de l'avant. Nous devons être vigilants, prenons notre avenir en charge. Debout, réveillez-vous, jeunesse, soyez responsables de notre avenir. Merci beaucoup. Merci, messieurs Chris et Coco. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de ces numéros spéciaux que vous avez tant aimé et que vous avez suivis. Si vous avez aimé ces instants que nous avons passés, veuillez dire un grand merci à monsieur Bienvenu Maboukama depuis Belgique. Je salue également monsieur Iti Kassai depuis France, Paris. Je salue toute la famille Moujengi de l'Europe, El Kinshasa et El Paris. Je salue ma femme Merveille Kaloubi ainsi que mon garçon, mon ange Gabriel Kaloubi. Et portez-vous bien dans vos maisons et retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro. Quant à moi, je vous dis ciao, merci.